D'une façon générale, toute la jeunesse africaine aujourd'hui est effervescente, est bouillonnante. Il y a des idées, il y a des actions sur tout le continent africain. Et ça apporte espoir. Le leader, là, c'est lui qui a une sensibilité profonde, comprendre les aspirations, les émotions, les frustrations, les joies des populations. Et c'est eux, là, qui font de bons présidents, de bons préfets, de bons ministres, de bons DG, de bonnes slameuses, de bons chefs de production. C'est ça, parce qu'ils sentent. Bienvenue à tous et à toutes dans ce nouvel épisode de City Mag. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir un grand monsieur. Il s'agit de monsieur Vincent Toby-Irié, qui est une figure éminente de la fonction publique ivoirienne, un spécialiste reconnu des questions électorales, de gouvernance, de gestion des conflits et qui est aussi un auteur prolifique parce qu'il a publié jusqu'à 9 œuvres en 3 ans. De ses débuts en tant que chargé de programme au ministère de l'Intérieur, à son rôle de préfet de la région d'Abidjan, en passant par ses missions avec les Nations Unies et dans plusieurs pays dans le monde, il a cumulé une vaste expérience en matière de gestion publique et électorale. C'est d'ailleurs la raison de sa présence dans notre numéro de City Mag et nous allons discuter ensemble d'engagement civique et de participation démocratique. Bonjour Monsieur Vincent Toby-Irié, nous sommes très heureux de vous accueillir dans City Mag aujourd'hui. Bonjour Ami Islam, bonjour City Mag, bonjour à toute l'équipe de production et vous sentez que ce bonheur de discuter est partagé. Je suis très heureux de me trouver ici sur le plateau et échanger avec vous. Nous sommes en tout cas très heureux que le sentiment soit partagé parce qu'on a besoin qu'il y ait ce sentiment-là pour attirer surtout les jeunes parce que ce sont les premiers concernés en ce qui concerne la question qui va être abordée aujourd'hui. Alors d'emblée, on va se lancer dans des définitions pour permettre aux personnes qui nous suivent de comprendre davantage qu'est-ce qu'on entend par engagement civique et participation démocratique. Il faut essayer de définir ces expressions en partant de l'origine. D'accord. Le civisme, ça vient du latin civis. Vous lisez civis, C-I-V-I-S. Oui. En latin, ça veut dire l'engagement des citoyens ou la collectivité, la communauté où il vit. D'accord. Et également son engagement pour les lois, les règles, les conventions, les normes sociales. Et j'ajouterais dans un contexte africain son engagement pour la communauté en respectant ses traditions. D'accord. C'est ça qui s'appelle le civisme. Oui. Et le citoyen, c'est celui qui vit dans la cité. Oui. Citoyen, il vit dans la cité, dans la conception grecque à l'époque de la cité, de l'organisation sociale. Oui. Donc l'engagement civique, c'est que le citoyen soit impliqué, s'implique dans tout ce qui concerne le fonctionnement de la ville, du village, du pays. C'est ça qu'on appelle l'engagement civique, pour que les jeunes comprennent. Oui. Ça peut paraître lourd, gros, mais c'est juste le fait que vous, en tant qu'ONG, même Ami Islam, en tant qu'Ami Islam, vous faites souvent des textes sur peut-être des maladies qu'il faut combattre, sur la propreté dans tel quartier. C'est l'engagement civique. Chaque fois que vous dites aux jeunes de venir balayer, de venir écouter le maire, de venir écouter le député, de venir faire des actions du président ou de tel ministère, c'est l'engagement civique. Chaque fois que tout ce qui se passe dans la vie d'une communauté auquel vous participez, c'est ça qu'on appelle l'engagement civique. Donc, on va dire que ce sont des gestes qu'on retrouve dans le quotidien de tout le monde. De tout le monde. Et la plupart des ONG qui vivent aujourd'hui, ce sont des ONG qui font de l'engagement civique. Tout ce que vous faites, Vous faites de l'agriculture, c'est une forme d'engagement civique. Vous envoyez les populations à nourrir et à s'intégrer à l'économie locale qui elle-même fait partie de l'ensemble de l'économie régionale, nationale. Donc, on emploie le mot sans savoir qu'on le fait tous les jours. Exactement. Maintenant, il faut structurer ça. En tout cas, on est bien situé aujourd'hui. En tout cas, les personnes qui vont nous suivre vont prendre note. Et l'autre groupe de mots qui attire notre attention, c'est participation démocratique. Encore un ensemble de mots qui semblent lourds et on a besoin d'avoir votre regard, votre définition, vos mots pour être un peu plus en contact avec le concept. La participation démocratique, c'est le contexte dans lequel se fait l'engagement citoyen. D'accord. Parce que vous pouvez décider en tant que jeune. Aujourd'hui, nous sommes ici à City Mag. Nous sommes à la 7e tranche. Oui. On peut dire que la 7e tranche, les rues sont trop sales. D'accord. On va les balayer.
Ça, c'est l'engagement civique, c'est votre volonté. Oui. Ou alors le maire peut vous demander de balayer, vous me votre cité. Ça, c'est l'engagement civique. Mais la participation démocratique, c'est le cadre prévu pour que l'engagement civique se fasse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, Djabi, Daril, Karim, Ami Islameuse, tout le monde peut décider d'aller balayer. Oui. Il se peut que le maire dise non, ne balayez pas. Il se peut que les règles de l'État disent non. Donc la participation démocratique, c'est tout ce que l'État met en place pour permettre aux citoyens d'être impliqués dans la gestion de la communauté. Vous voyez? Quelqu'un ne peut pas se lever aujourd'hui et dire cette route est sale, je vais construire la route, je vais mettre un bulldozer. Non, il a besoin des textes, des règles, il y a des ministères qui doivent donner l'autorisation. Oui. Donc, la participation démocratique, c'est le cadre des lois, le cadre des libertés, le cadre administratif qui permet l'expression de l'engagement citoyen et qui l'encadre mieux. Voilà. Mais au-delà de ça, la participation démocratique, c'est ce qui autorise les citoyens à amplifier leur implication dans la vie de tous les jours, dans la vie de la communauté. Je suis contente parce que j'avais voulu poser une question concernant les deux groupes de mots et vous avez tout de suite créé le lien. Et ça permet de comprendre davantage, y compris moi-même, de comprendre que finalement tout est lié. Et l'autre question que j'avais dès le départ, c'était concernant votre parcours. À quel moment vous décidez de devenir une personnalité politique? Bon, je ne sais pas si je suis une personnalité politique. Bon, il y a personnalité publique, personnalité politique, je ne sais pas. J'ai occupé des fonctions qui avaient certaines orientations fondamentalement administratives, mais l'exposition publique pouvait la teinter de quelques relents politiques, parce que c'est quand on dit politique, ça ne veut pas dire parti politique, RAGP, PDCI, PPACI. Justement, vous allez nous donner une définition de ce que c'est que la politique. Quand on dit politique, c'est tout ce qui est exécution de programmes de loi dans une communauté. C'est ça qu'on appelle politique, mais ça a été galvaudé aujourd'hui. Quand on dit politique, on pense aux meetings, aux élections seulement. Absolument. Voilà. Donc, on ne décide pas d'être personnalité publique. J'ai exercé des fonctions. Oui. Et ces fonctions m'ont amené à avoir une certaine relation avec certains corps. Et donc, voilà, vous êtes dans la presse et là, vous devenez de fait. Mais ce n'est pas que vous avez décidé. Oui. Par contre, quand ai-je décidé de m'investir dans le développement local, ça c'est vraiment la question à laquelle je peux répondre, parce que ça, c'est un choix. Bien sûr. Donc, à l'ENA, on a une grande école ici en Côte d'Ivoire qui forme les hauts cadres de l'administration. Et là-bas, j'ai choisi l'administration générale qui forme tous les administrateurs, notamment les sous-préfets et préfets. Oui. Donc, j'ai choisi parce que je sentais en moi cet appel de service public, service à la communauté, qui m'a toujours animé depuis mon enfance. Depuis l'enfance? Oui, depuis mon enfance. J'étais enfant de cœur à l'église, j'étais chef de classe, j'étais à la tête de l'association, président du club littéraire, président de ceci. Donc, j'ai toujours été dans les organisations. Exactement. Voilà, et je suis allé à l'étranger pour des missions internationales où ce que j'avais comme sentiment de servir la communauté, là, je l'ai transformé en projet. Oui. Donc, on avait mis par exemple dans certaines régions d'Afrique, dans le KwaZulu-Natal, en Afrique du Sud, au Kenya, dans l'Est de la RDC qui sortait de guerre, en Ouganda, en Somalie, ailleurs, ce qu'on appelait par exemple le dialogue social, qui était un mode d'implication des citoyens dans la gestion de la communauté dans des états post-crise déchirés par la guerre. Oui. Donc, j'ai toujours apprécié ce type d'engagement et je l'ai fait avec entre 15 et 20 ans de parcours international sur des projets, avec des institutions, sur ça. Oui. Voilà, développement local. Donc, en Côte d'Ivoire, c'était que la poursuite de ma formation à l'ENA, tout à fait. De mon engagement au niveau international, mais également de ce que j'ai pu faire à certains postes de responsabilité. C'est ce que tout le monde fait d'ailleurs. Hein. Je parle parce que vous me posez la question à moi, mais le président de la République, les ministres, les préfets, les maires, les députés, les chefs de village, les présidents d'associations, c'est ça, c'est l'engagement local. C'est peut-être qu'on va aborder dans la suite. Oui. L'engagement local lié aussi à la question du leadership. Mais on va en parler peut-être pour ne pas... Bien sûr, nous allons en parler. Vous avez parlé de parcours un peu partout, déjà en Côte d'Ivoire. Vous êtes allé dans le nord, vous êtes revenu dans le sud, vous êtes allé à l'étranger, vous êtes revenu. La question que je vais vous poser tout de suite concerne toute l'Afrique. Quel est l'état des lieux que vous faites en ce qui concerne l'engagement des jeunes, en ce qui concerne... les questions de collectivité, d'engagement, même politique, de prise de décision, de vote, s'inscrire sur les listes électorales. Quel est votre sentiment, on va dire, avec votre regard sur
toutes ces expériences que vous avez eues? D'une façon générale, toute la jeunesse africaine aujourd'hui est effervescente, est bouillonnante. Il y a des idées, il y a des actions sur tout le continent africain. Et ça apporte espoir. Même vous, Ami Islam, je ne connais pas votre âge. Vous êtes très jeune quand je vois. Vous aurez peut-être ma petite fille même. Vous avez l'enfant de mon enfant. Non, je pense que je suis votre fille. D'accord, tant mieux. Ça me permet de me sentir moins vieux. Donc, toute la jeunesse africaine est engagée. Toute la jeunesse africaine. Et cependant, il y a des niveaux différents. Il y a des pays où la jeunesse est plus engagée. Un pays comme le Kenya, un pays comme l'Ouganda, un pays comme l'Afrique du Sud. Il y a longtemps qu'ils ont des programmes, ils ont des systèmes de gouvernance qui impliquent les jeunes. Et là-bas, la jeunesse est forte. Actuellement, ce qui se passe au Kenya, c'est la jeunesse. Vous avez des pays comme ça où la jeunesse est très engagée. Les pays que vous venez de citer sont essentiellement des pays anglophones. Est-ce qu'il y a une... Je n'ai pas fini de citer, il y a des exemples ailleurs. Je ne veux pas teinter mon intervention d'orientation politique parce que ces mêmes jeunesses ont fait des actions dans certains pays de la sous-région ouest africaine, dans certains pays de l'Afrique du Nord, et ça aboutit à des changements politiques. Tout à fait. Mais également sur la question de l'emploi, de l'intégration et dans le sujet qui nous concerne, la participation à la vie de la cité, il y a vraiment un bouillonnement partout, mais avec des degrés divers, comme je le disais. Il y a des endroits où vous avez des ministres très jeunes, vous avez des directeurs généraux très jeunes. Ça permet de donner un lien entre cette jeunesse et puis ceux qui les dirigent. Mais en dehors de ça, il y a aussi des pays où on donne des cadres pour permettre à la jeunesse de participer à la vie politique, à la vie publique, à la gestion de la communauté, à tout ce qu'il y a comme initiative pour faire vivre. Donc, ce n'est pas un schéma uniforme en Afrique d'action forte ici et là. Prenons le cas de la Côte d'Ivoire, où la jeunesse est très, très, très vibrante ici, dans tous les secteurs. Mais les secteurs, on va en parler tout à l'heure, essentiellement politiques, où le rôle de la jeunesse est limité, où les jeunes ne font que la campagne électorale, ils sont dans les violences la plupart du temps, mais ils sont très peu candidats, ils sont très peu dans les sens de décision des partis politiques ou politiques. Donc, et ça a aussi une explication, ça a une histoire. L'histoire de violence en Côte d'Ivoire, ou bien alors c'est un dispositif. Donc, c'est un peu ça en Afrique. Ce n'est pas un schéma uniforme. Il y a des volontés quelque part. Il y a des endroits où il y a des politiques volontaristes de promotion de la jeunesse. Il y a des endroits aussi où les jeunes arrachent leur place, leur rôle dans la gestion de l'État ou des communautés. Et donc, c'est un peu comme ça. Il y a aussi la question de l'état du pays. Les pays post-conflit, post-guerre, la jeunesse est très active parce que l'État n'existe pas ou alors l'État existe moins. Donc, ils sont obligés de s'impliquer dans le microcrédit, dans la formation, dans l'éducation, dans la culture pour pouvoir faire avancer leur communauté. Maintenant, il y a des États aussi qui sont un peu, je dirais, léthargiques où les jeunes n'ont pas de perspective. Et ça s'explique souvent par cette jeunesse qui est désorientée, mais également par certaines tentations d'immigration. Donc, ce n'est pas un schéma uniforme. La Côte d'Ivoire, selon le dernier recensement, nous avons 75,36% de la population composée de jeunes de 35 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 3/4 de notre population est composée de ceux que la loi reconnaît comme jeunes. Donc, c'est un potentiel, c'est un vivier important pour tout, pour notre vie économique, pour notre vie artistique, notre vie culturelle, notre vie intellectuelle, notre vie philosophique, notre vie religieuse, notre vie sportive, pour tout, notre vie politique. Et ça, c'est quelque chose qui doit compter dans la prise de politique publique, mais également dans la façon d'animer nos localités pour impliquer les jeunes. Ça tombe bien que vous parliez essentiellement de la Côte d'Ivoire parce que la question suivante, c'était on va dire, quelles sont les raisons qui expliquent ce désintérêt des jeunes quant aux questions, on va dire, de la vie politique? Comme je le disais tantôt, je ne crois pas qu'il y ait un désintérêt des jeunes. Tous les jeunes que moi je rencontre dans les conférences, dans les séminaires, dans les écoles, dans les universités, dans les mosquées, dans les églises, partout, ils ont cette tendance à vouloir faire la politique. D'accord. Mais entre leur volonté et puis ce qui se passe, il y a souvent des rôles. Exactement. On voit beaucoup les jeunes pendant les campagnes électorales. On les voit très peu sur la liste des candidats. On les voit souvent très peu même aller au vote. Selon vous, qu'est-ce qui explique cela? C'est historique, c'est sociologique, c'est temporel. Historiquement, les jeunes étaient impliqués depuis très longtemps. Il y avait à l'époque des structures telles que le MESI, il y avait des jeunesses AEMC, GEC, donc qui préparaient un peu les jeunes. Et toutes ces structures aujourd'hui existent encore, mais n'ont pas pu traîner
toute cette masse de jeunes dans un élan de participation communautaire. Donc, il y a ça. Et avec le temps, avec les pressions modernes, avec Amislam, vous savez, vous avez beaucoup de collègues, par exemple, qui cherchent de l'emploi. Bien sûr. Ils sont plus préoccupés à chercher de l'emploi aujourd'hui qu'à s'impliquer dans une vie politique, ce qui est logique. Bien sûr. Donc, c'est historique. C'est sociologique parce que nous sommes aujourd'hui à un moment de la vie de différents pays d'Afrique où la pression, l'adéquation offre d'emploi et emploi, jeune nombre de jeunes et puis opportunités, c'est un peu difficile. Donc, ça crée certaines frustrations et certaines méfiances vis-à-vis de la classe politique. Et puis, c'est aussi des événements. Il y a eu des violences en Côte d'Ivoire en 2010, en 2000 d'abord, 2002, 2010, bien sûr. 2020. Donc, cela crée une sorte de repugnance des jeunes pour la politique qui préfèrent se mettre à distance, ne pas être impliqués. Vous voyez, par exemple, les réseaux sociaux ivoiriens sont très bouillonnants. Bien sûr. Mais il y a très peu de place pour des débats politiques, strictement politiques. Bien sûr. Des débats pour des faits d'actualité, pour l'humour, pour le divertissement, bien pour des petits événements qui arrivent ici et là, mais pas vraiment pour des discussions politiques en termes d'orientation idéologique, gauche-droite, centre, tendance libérale ou bien succession pouvoir. Mais ça va venir. Il y a des programmes par certains donateurs, par certaines structures mis en place qui permettent aux jeunes d'arriver. Mais quand on parle de politique, ça ne veut pas forcément dire que les jeunes doivent rentrer dans la politique politicienne. Ça veut dire qu'ils participent à la vie. Et quand ils participent, ils donnent de leur génie, de leur engagement pour tout ce qui se passe dans leur communauté. Est-ce que ce n'est pas dû au fait qu'ils ont perdu confiance aux institutions peut-être, et aussi, vous avez évoqué tout à l'heure toutes les différentes phases de crise par lesquelles nous sommes passés, qui a créé une sorte de froid vis-à-vis de ça. Selon vous, est-ce qu'il y a des solutions pour pouvoir remédier à ça? Oui, donc en termes de qu'est-ce qui s'est passé, vous avez cité les éléments, même tous les éléments que vous avez mentionnés sont exacts. Et puis, ce n'est pas nous seuls, c'est un peu partout. Bien sûr. Moi, j'étais en Afrique du Sud, où en 2004, je crois, on a dû faire un programme pour avoir un minimum d'1 million de jeunes sur les listes électorales. Donc, il y a eu un programme engagé pour que les jeunes s'inscrivent. Et ça fait l'objet d'un grand travail de sensibilisation par le gouvernement sud-africain. Donc, on a comme ça, même ici en Côte d'Ivoire, on a des programmes de jeunes. J'ai même participé à la demande du ministre de la Jeunesse, à des regroupements de jeunes à Yamsoukro pour le civisme, l'engagement civique et citoyen. Oui. Donc, on a des programmes. Donc, c'est des programmes qui vont progressivement amener les jeunes vers là. Mais il faut ouvrir l'espace politique. Il faut désamorcer les éléments de violence. Parce que les jeunes sont acteurs de violence, victimes de violence. Et donc, il faut permettre que ces violences-là, pour lesquelles les jeunes sont acteurs, victimes, témoins, il faut niveler l'espace de façon que l'engagement des jeunes ne soit pas assorti de toutes ces tentations de violence. Donc, c'est un travail sociologique, d'éducation. Oui. Et vous, en tant que slameuse, quand les textes sont poignants, quand ils touchent les cœurs, quand ils apaisent, mais également quand ils sensibilisent, c'est le travail que vous faites. Quand le maire fait des activités de récréation, d'éducation, de rassemblement, il contribue. Quand le gouvernement prend des décisions, il contribue. Donc, il y a des mesures de tous les niveaux, je veux dire, des niveaux législatifs, administratifs, institutionnels, sociologiques, familiaux, culturels, même spirituels, religieux. Parce que aussi les chefs de mosquées, d'églises appellent la jeunesse à avoir un certain comportement. C'est tout ça qui va être mis en œuvre, qui progressivement va amener une jeunesse qui s'implique. Mais ça ne veut pas dire que cette implication sera définitive. Vous avez vu par exemple aux États-Unis, les jeunes souvent ne s'intéressent pas à la politique. Bien sûr. Et vous avez vu par exemple aux dernières élections il y a quelques années, les jeunes étaient impliqués. Bernie Sanders qui avait 78 ans. Oui. Mais parce que Bernie Sanders de 78 ans, candidat à l'investiture, promettait des réformes dans les bourses d'études pour les étudiants. Donc, vous voyez, les jeunes aussi sont intéressés par le sujet que vous mettez là. Si vous mettez un sujet qui les intéresse, oui. Mais quand vous faites la politique pour la politique, ils ne se sentent pas concernés. Ils viennent à vos meetings, ils boivent la bière, ils font de l'animation et puis ça va. Ils ne viennent même pas voter. Et donc, c'est un ensemble de mesures à mettre en œuvre. Mais pour le lier à notre sujet que nous développons, la participation civique me paraît plus facile à mettre en œuvre parce qu'il y a des mécanismes. Et on peut en parler tout à l'heure. Les mécanismes, on peut en parler maintenant parce qu'on est curieux de savoir comment est-ce qu'on peut mettre ça en œuvre. L'engagement civique n'est pas nouveau en Côte d'Ivoire. Oui. Houphouët-Boigny avait instauré les journées du dialogue national. Nous, on était tout petits. Vous n'étiez pas nés.
Bien sûr. Et donc, le président Houphouët-Boigny appelait toutes les forces vives de la nation. Pendant des jours, les planteurs, les commerçants, les transporteurs, les ministres, les DG, les préfets, tout le monde. Dialogue national, on discute. Et les gens disent la vérité au fouet. Voici ce qui ne marche pas. Voici telle chose. Et on fait une sorte de compilation des recommandations. Et cette compilation de recommandations est ensuite versée dans des politiques publiques où on donne des instructions au ministère de faire des choses. Donc, on a cette tradition. Maintenant, on a institutionnalisé des choses qui sont des participations civiques que les populations ne reconnaissent pas toujours. Mais ce sont des participations civiques. On avait à l'époque des conseils de sous-préfecture. Pour ceux qui ont mon âge, au plus, ils ont entendu parler avant à la radio, il y avait des communiqués sur les conseils. C'était un mécanisme de participation civique, d'engagement civique et de participation démocratique. Parce que pendant les conseils de sous-préfecture, les sous-préfets qui sont en charge de la gestion des circonscriptions appelaient tous les villageois, tous les cadres, même qu'ils soient à l'étranger, pour venir discuter. Plusieurs fois dans le mois, 2, 3 fois, 4 fois dans l'année, ils viennent discuter. Il y a des sujets à l'ordre du jour de développement, d'éclairage, d'addiction en eau potable, de construction d'écoles, de maladies, de centres de santé. Ça s'appelait les conseils de sous-préfecture, qui sont partis pendant pratiquement 20-30 ans, qui ont disparu, et qui ont été remis maintenant et qui fonctionnent, qui ont recommencé à fonctionner. Récemment ou depuis un moment? Juste depuis, je crois, quelques mois. Les conseils de sous-préfecture ont été remis. D'accord. Et donc, c'est des instruments que les jeunes doivent saisir pour aller s'exprimer. C'est là-bas que l'expression démocratique, pourquoi je parlais de participation démocratique, le cadre là a été créé pour que les jeunes s'expriment. Mais en dehors de ça, il y a un autre instrument au niveau local que vous connaissez, c'est la tenue des conseils municipaux. C'est ouvert. Et par les textes, vous avez le droit en tant que citoyenne de Cocody, citoyenne de Gentegela, habitant de Dabou, d'aller dans les conseils municipaux quand l'application est faite pour dire au maire, pour dire au conseil municipal, pour dire à la municipalité ce que vous pensez. Mais personne n'y va. Vous avez déjà participé à un conseil municipal? Non, pas du tout. J'avais eu l'information à l'époque. Et cette fois-ci, vous me rappelez. Et je pense qu'il devra aussi avoir une communication autour de cette question. Vous avez raison. Il y a une éducation publique qui doit être faite dans les voies les plus appropriées pour que les jeunes sachent que quand il y a un conseil municipal de Cocody, je peux y aller pour dire au maire, nous, on trouve qu'il y a trop de bruit dans tel quartier. S'il y a un conseil municipal à Tiro-Naradougou, que quelqu'un aille dire au maire, écoutez, ici, là, il y a telle chose. S'il y a, vous voyez, il faut qu'il y ait ces genres de communication qui permettent aux gens de s'intégrer. Donc, il y a ça qui existe aujourd'hui. Mais en dehors de ça, il y a même des jeunes qui s'organisent pour aller chez le maire. Je dis maire parce que là où on est à CITIMAG, votre focalisation, c'est le développement local. Tout à fait. Donc, tout part local. C'est du local que la base, le développement se fait pour pouvoir avancer. Donc, il y a des initiatives comme ça qui sont nombreuses. Même au niveau de l'État. J'ai appris il y a quelques semaines que le directeur général du Trésor a appelé des centaines d'agents pour discuter de la marche du Trésor. Ça, c'est aussi un instrument de développement, un instrument de participation démocratique, un instrument d'engagement civique dans la vie d'une structure importante telle que le Trésor. Et puis, il y a aussi un projet initié par le ministère de l'économie et des finances. C'est le budget citoyen. Il y a tout un projet dessus. On donne le budget à la disposition de tout le monde, des villageois, des populations rurales, en ville, même aux jeunes, et on leur apprend à connaître le budget. C'est quoi le budget? Quand on dit que la Côte d'Ivoire a 7 000, 10 000, 15 000 milliards de budget, ou bien 3 000 milliards pour telle activité, qu'est-ce que c'est? Où ça va? Donc, c'est vraiment un projet important. Mais, et ce sont des formations... des formations, des engagements, des discussions avec les populations. Ah oui, qui se font un peu tout. Avec des documents, par exemple, le budget participatif, le budget citoyen, il est quand même quelque chose, moi, personnellement, j'apprécie ce projet parce que c'est en français facile pour les jeunes. Vous pouvez prendre le budget, savoir ce qui se passe pour l'éducation, pour le secteur informel, pour l'environnement. Tout est là, c'est expliqué. Mais il faut peut-être, comme vous l'avez dit, amplifier la communication. Absolument. Donc, il y a déjà des mécanismes de participation citoyenne, mais il faut ouvrir parce que, comme je l'ai dit, la liberté est celle qui conditionne vraiment tous les engagements. Et si les jeunes ont l'impression que quand ils s'expriment, il y a des représailles ou alors que certains responsables administratifs ne sont pas d'accord avec ce qu'ils disent, ils peuvent se renfrogner, ils peuvent garder par devers ce qu'ils devaient. Donc, tout ce cadre se crée. Donc, en résumé, on a une participation qui est là, mais dont on n'est pas conscient
ce sont des instruments puissants qui peuvent permettre l'expression populaire, publique. Oui. Et ça, ce n'est pas le faire pour la mode. Hein. Quand les gens participent à la vie de la commune, à la vie de la circonscription, à la vie de la nation, le pays est stable. Ils ne recourent pas à la violence. Bien sûr. Voilà, ils ne font pas de choses qui vont contre l'État. Ils ont l'impression que ça leur appartient. Ils s'engagent dans le débat public. Là, il s'agit donc du coup de l'importance même de l'éducation civique et de la communication autour de ces questions-là auprès des populations. Parce que c'est la question que je comptais vous poser tout de suite, c'est de savoir l'importance on va dire, de l'éducation civique, non seulement pour la population, mais aussi pour le pays, puisque ça commence par les communautés avant de s'étendre sur tous les territoires. Oui, au-delà du fait que les jeunes doivent participer, ils doivent avoir de l'emploi, ils doivent participer à la vie de la communauté, ils doivent être conseillers municipaux, maires, députés, ministres, présidents. Il y a le fait que quand vous mettez en place un système pour faciliter l'intégration des jeunes dans toutes les questions qui les concernent, le pays est stable. Voilà. Oui. Vous n'allez pas entendre parler, par exemple, d'une révolution, d'un truc aux États-Unis, parce que les gens s'expriment comme ils veulent, quand ils veulent. Oui. Vous n'allez pas entendre parler de certains faits de violence-là. Donc, ça stabilise la communauté. Mais au-delà de la stabilité, ça permet de savoir ce que les gens pensent. Parce que gouverner, ce n'est pas pour soi. On gouverne pour les populations. Oui. Mais si vous ne savez pas ce que les populations veulent, quelle décision vous prenez? Absolument. Si les gens disent que eux, leur mode de vie, c'est à checker, et puis vous produisez tout le temps du haricot pour eux, ils ne vont pas manger, ils vont avoir la famille. Donc, la participation citoyenne permet de former, de mettre en place des politiques publiques pour répondre aux aspirations de ces populations. Parce que vous pouvez faire quelque chose qui n'est pas ce que la population veut. Vous êtes maire, vous venez, vous allez peut-être, je ne sais pas, envoyer un projet agricole, mais la population veut un projet commercial. Il n'a rien à voir avec l'agriculture. Vous venez, vous construisez peut-être des écoles, mais dans lesquelles personne n'envoie ses enfants parce que peut-être il n'y a même pas d'enfants là. Oui. Il n'y a pas d'enfants, beaucoup d'enfants pour pouvoir être dans les écoles, parce que ça arrive, il y a des écoles construites, il n'y a personne. Donc c'est ça, la participation citoyenne, la participation civique permet justement d'avoir des politiques en rapport avec ce que la population veut, mais non pas avec ce que des dirigeants veulent donner à la population. Bien sûr, en tant que dirigeant, vous avez une vision. Bien sûr, tout à fait. Vous savez que dans 30 ans, tel acte que je pose sera utile à ma population. Donc, en tout cas, c'est votre responsabilité de visionnaire, de leader. Mais dans l'immédiat, la participation citoyenne permet de savoir tout ce que les gens pensent. Voilà, c'est pour ça que dans les pays occidentaux, il y a beaucoup de sondages. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez de telle personne? Qu'est-ce que vous pensez de tel projet? C'est pour permettre d'avoir des politiques, d'avoir des fonctionnements qui optimisent la prise en compte des desiderata des populations. Bien sûr. Vous pensez que c'est un outil qu'on peut aussi appliquer ici en Côte d'Ivoire? On l'applique déjà, je vous ai parlé des trucs, de différentes initiatives que j'ai citées, mais il faut amplifier. Bien sûr. Parce qu'on a une gérance, comme je le disais, vibrante. Je ne sais pas si on dit en français vibrante, mais si vous avez 75,36% des jeunes de moins de 35 ans pour une population, il faut amplifier pour pouvoir... Et par exemple, un moyen par lequel on peut amplifier cette transmission d'informations. C'est tout. C'est le slam, c'est l'équipe de CityMag. Oui. C'est... Comment vous m'avez tiré pour venir ici pour pouvoir parler aux populations? Tout à fait. C'est toutes les ondes, c'est tous les canaux de communication, c'est les réseaux sociaux, c'est les griots. Parce que moi, j'ai connu ça, les griots. Avec oui, très souvent au village. Passer dans la rue, passer les informations. On a des crieurs. C'est le tam-tam parlé à l'époque. Tout à fait. C'est tous les canaux de communication possibles qui permettent à la communauté de s'impliquer, de savoir ce qui se passe. Oui. Bon, aujourd'hui, on consacre les réseaux sociaux. C'est très bien. C'est pas tout le monde qui a accès aux réseaux sociaux. Tout à fait. Donc, on combine les réseaux sociaux, la radio, le griot, tout ce qu'il y a comme élément pour pouvoir mettre les affaires de la cité sur la table pour que chacun se sente impliqué. Impliqué, tout à fait. Vous avez parlé de réseaux sociaux tout à l'heure. On sait que c'est un canal par lequel vous êtes passé pour vulgariser cette manière on va dire, d'œuvrer pour la communauté. À quel moment on se dit je vais utiliser les réseaux sociaux ou bien c'est... en ce qui me concerne de façon générale. De façon générale. Oui, vous Non, d'abord. dans les réseaux sociaux, je veux dire, c'est comme si vous décidez aujourd'hui de prendre un chameau pour aller à la Mecque, comme à l'époque, vraiment à l'époque, il y a des siècles. Bien sûr. Pour aller faire votre pèlerinage, quand il y a l'avion qui peut vous emmener. Oui. C'est la même chose pour les réseaux sociaux. Si vous décidez de prendre le tam-tam du griot, là, pour dire qu'il y a réunion demain. Mais le griot, son pied, ne peut pas touriser dans toute une région. Ça, c'est sûr. Donc les réseaux sociaux sont rapides. C'est la même chose. C'est l'évolution des systèmes de communication. Et les réseaux sociaux, là, vous et moi, on parle. Bien sûr. À la minute, quelqu'un peut poser une question du Népal.
Quelqu'un en Australie peut intervenir. Oui. Quelqu'un à Bangofla, chez moi, peut dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? La rapidité, la puissance de ce canal de communication. Oui. Donc, tout doit être combiné. Bien sûr, les réseaux sociaux ne sont pas des instruments accessibles à tout le monde. Oui, bien sûr. Voilà. Vous voyez, le président de la République de Côte d'Ivoire est pratiquement sur tous les réseaux sociaux. Absolument. Il rencontre quelqu'un, il fait une activité, ça y est là. Tous les ministres sont sur les réseaux sociaux. Bien sûr. Tous ceux qui sont à des postes de décision ont besoin de communiquer. En dehors de la télé, de la radio, ils sont sur les réseaux sociaux. Oui. Et je prends un exemple, et ça, l'armée de Côte d'Ivoire est devenue aujourd'hui un des instruments qui communique le plus sur les réseaux sociaux. Absolument. C'est-à-dire, dès qu'il y a un fait sécuritaire sur la Côte d'Ivoire, tout de suite, le haut commandement de l'armée de Côte d'Ivoire diffuse dans les réseaux sociaux et rétablit les faits. Oui. Et c'est une institution délicate où on est très réservé dans l'expression. Mais on a compris que les réseaux sociaux permettent d'apporter la vérité d'une information pour stabiliser et pour éviter la panique. Et moi, j'apprécie bien ce que fait l'armée de Côte d'Ivoire, autant que la gendarmerie et la police nationale, qui donnent l'information exacte quand il faut. Oui. Au lieu de rentrer dans les supputations qui peuvent être dangereuses pour la sécurité. Absolument. Alors, si ces corps d'État assez délicats ont compris l'importance de passer l'information, il en est de même pour les questions économiques, pour des questions sociales, pour tout le monde. Il faut donner l'information par le canal qui vient, par le canal qui convient. On dit qu'il y a une violence à Dabou. Il y a eu 2 morts. Il faut lancer un appel rapidement. On n'attendra pas 20 heures le journal pour apprendre ce qui s'est passé pour lancer un appel. Non, c'est pas le canal qui est venu, c'est pas le canal qu'on réagit pour calmer rapidement. Mais le dosage, l'usage des différents moyens de communication dépendra bien sûr des situations, de la sonalité, de la rapidité, et tout ça. Et également le message qu'on donne, parce qu'on peut utiliser les réseaux sociaux et puis enflammer, et puis tout gâter. Donc le message, tout ça c'est votre travail de communiquer, vous qui êtes là. Nous, on utilise ce qui est conçu. Mais il y a des gens tels que des communicants qui ont la science de la diffusion de l'information à des moments précis. Donc, c'est des moyens très importants. Et aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on a une jeunesse qui est très connectée. Tout se sait à la minute. Donc, les réseaux sociaux paraissent aujourd'hui comme un instrument privilégié de participation citoyenne. Donc, on peut faire le débat à ce niveau-là. Oui. Alors, vous avez fait un parcours en Côte d'Ivoire et aussi à l'étranger. Selon vous, est-ce que la diaspora a une implication aussi à avoir dans, on va dire, la participation démocratique? Vous avez dû remarquer que quand nos hommes politiques, qu'ils soient dans le gouvernement ou dans les partis politiques, quand ils vont à l'étranger, ils rencontrent toujours la diaspora. Oui. Toujours, il y a des rencontres à la diaspora. Bien sûr. Le fait, c'est que la diaspora est puissante pour plusieurs raisons. Elle est puissante économiquement, financièrement. Oui. En Côte d'Ivoire encore... Je n'ai pas encore vu d'études à ce sujet, mais il y a des pays limitrophes où la diaspora compte beaucoup dans le fonctionnement économique du pays, parce qu'ils rapatrient des fonds pour les populations restées là-bas. Donc, ils sont économiquement puissants. Ils sont sociologiquement puissants parce qu'ils ont sous leur responsabilité des familles entières. Les gens qui travaillent là-bas ont des familles entières dont ils occupent en Afrique, l'éducation et tout ça. Oui. Et par conséquent, comme ils sont économiquement puissants et sociologiquement puissants, ils sont politiquement puissants. Parce que dans leur village, on les écoute. Ils sont assis en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Autriche, à Londres. Et leur voix, leur vue, leurs opinions dans leur communauté respective. Oui. Quand ils disent voter pour telle personne, tout le monde y est. Quand ils envoient un poste, il y a un intérêt pour ce poste, je veux dire en termes de publication. Donc la diaspora est puissante et devient de plus en plus puissante. C'est pour cette raison que la France a des postes de députés pour la diaspora. Et je crois que le Sénégal a la même chose. Il y a même en Côte d'Ivoire, on a une direction des Ivoiriens de l'extérieur pour pouvoir canaliser, organiser, appuyer toutes ces initiatives. Donc la diaspora est très puissante et c'est pour cette raison qu'elle est courtisée. C'est pour cette raison qu'elle doit être impliquée également. Je vois souvent des initiatives où on fait venir des représentants de la diaspora ici en Côte d'Ivoire, enfin de la diaspora ivoirienne à l'étranger, pour venir s'impliquer parce qu'ils ont un rôle très important à ces différents niveaux sociaux, économiques, politiques. Lors de vos, on va dire, de vos expériences à l'étranger, est-ce que ça vous est arrivé de rencontrer, on va dire, de la diaspora ivoirienne à l'étranger? Non, à l'étranger, je ne travaille pas en Côte d'Ivoire, donc de l'étranger, oui. Oui, bien sûr. Oui, donc bien sûr. Oui, bien sûr. Je participe également dans un pays que je ne vais pas citer, à l'intégration dans la loi électorale du vote des citoyens de ce pays à l'étranger. D'accord. Parce que ce pays était en guerre, donc beaucoup de ces citoyens ont été exilés, ils sont allés dans d'autres pays à cause de la guerre. Oui.
Et d'ailleurs, c'est depuis l'année passée que ce qu'on avait proposé comme modification dans la loi électorale a pris effet l'année passée lorsque ce pays allait aux élections. Donc les diasporas, partout où je vais, en tant qu'Ivoirien, d'abord je rencontre les diasporas ivoiriennes, mais je rencontre mes frères africains partout. Oui. Donc c'est le même problème. Et puis il faut le savoir que les frères africains qui sont hors de leur pays, ils sont très politiquement engagés. Ah voilà. Voilà, ils sont politiquement engagés et ça se voit, n'est-ce pas? On a l'impression même ils ont, enfin en tout cas dans leur élan, dans leur manière de s'exprimer, vu qu'aujourd'hui on a des canaux pour avoir leurs sentiments, pour avoir leurs avis sur les questions, qu'ils sont beaucoup plus, il y a beaucoup plus de ferveur dans l'engagement politique. Amislam, je ne sais pas si vous avez déjà vécu l'exil ou bien vous avez déjà vécu à l'étranger. Moi j'ai vécu pratiquement je ne sais pas si c'est le cas de ma vie, mais un peu plus d'ailleurs, à l'étranger pour les fonctions, mais également parce que je voulais faire carrière, mais l'éloignement du pays, ça crée beaucoup de situations de frustration, d'euphorie, de joie, de concentration. Curieusement, quand on s'éloigne du pays, c'est là qu'on est plus proche du pays. C'est là qu'on mange sur la loco, sauce bongo, là, son kabato, sa sauce arachide, sa sauce graine. C'est là que toutes les nouvelles du pays, vous n'êtes pas informés. Ce qui arrive en Côte d'Ivoire souvent, c'est les gens de la diaspora qui nous envoient. Ils sont sur le pays. Oui, absolument. Donc l'éloignement du pays crée cette effervescence, cette envie. Oui. Maintenant, ça dépend du type d'éloignement. Il y a des éloignements qui sont des migrations pour des causes environnementales, bien économiques, sûr, sociales. Oui. Il y a des migrations qui sont pour des causes politiques. Oui. C'est des gens qui ont perdu leur liberté, ils ne peuvent plus venir au pays par raison de l'embrigadement des libertés ou à cause de questions de guerre. Oui. Et dans ces pays, vous avez une diaspora qui est très forte. Exactement. Je vous donne un exemple, je ne vais pas encore citer ce pays, mais il y a un pays d'Afrique que vous connaissez très bien, où les diasporas sont tellement engagées que lorsqu'elles rencontrent un ministre, un DG, dans la rue, un de leurs ministres là, en mission là-bas, mais il est lynche. Oh. Oui, vous le savez, il est lynche. Donc, ces ministres, ces DG là, de ce pays-là, ils ne vont pas. Quand ils vont en Europe, il y a des dispositions de sécurité particulières. D'accord. Parce que pour eux, c'est à cause de la mauvaise gestion de ces ministres-là que eux, ils n'ont pas, ils vivent à l'étranger, bien sûr, ou bien que eux, ils n'ont pas d'opportunité au pays. Tellement ils ont envie de rentrer au pays, ils ont envie que les choses soient faites comme ils veulent. Donc, la diaspora est très engagée politiquement, elle est bouillante, mais c'est aussi une opportunité d'affaires. Il y a des banques aujourd'hui qui ont des systèmes de financement pour des gens qui sont à l'étranger, qui veulent acquérir des maisons, avoir des projets. Oui. C'est également une opportunité d'affaires pour avoir un suivi ou alors même passer par eux, c'est des leaders d'opinion, pour passer des messages dans les communautés. Donc, c'est un bouillonnement qui n'est pas toujours négatif, mais qui permet au pays de s'exprimer parce que c'est un autre mode de participation citoyenne. Parce que quand on dit le citoyen, c'est tout en même temps. C'est celui qui vit dans la cité, qui peut ne pas être originaire de la cité. Bien sûr. Mais c'est celui aussi qui est dans la cité. Oui. Donc, on dit citoyen ivoirien. Mais il vit, je ne sais pas, il vit en Afghanistan. Les citoyens ivoiriens. Bien sûr. Donc, il est lié à la cité. Donc quand on parle de consultation citoyenne, c'est tout. Des gens qui sont à l'étranger, des gens qui sont ici, tout le monde est impliqué. Oui. On va revenir un peu à tout ce qui est mouvement de jeunesse. Est-ce que selon vous, les jeunes ont besoin d'exprimer un certain leadership pour pouvoir fédérer d'autres? Tout à l'heure, dans l'une des réponses données au début de notre entretien, j'ai prononcé le mot leadership. Leadership. Parce que l'engagement civique dont vous parlez, la participation démocratique, tout ça, c'est sur la base du leadership. Si vous avez des gens qui vivent, je ne sais pas dans quelle localité, à Tankessé, mais qui ne sont pas intéressés du tout par ce qui se passe à Tankessé, il y a un problème de leadership. C'est un exemple, hein. Je n'ai pas dit que le maire de Tankessé, non, pas du tout. Mais c'est un exemple, comme je cite toutes les régions de Côte d'Ivoire. Bien sûr. Ils ne sont pas intéressés. Personne ne canalise un peu tous ces gens, tous ces hommes qui sont là, chacun de son côté. Il n'y a pas de leadership. Donc il en faut. C'est important. Si vous êtes à tabou des gens qui disent, bon, donc le leadership, souvent c'est inné, mais ça se cultive, ça se travaille, c'est une question d'éducation. Il faut des leaders. Oui. Il faut des gens capables de dire, bon, les filles de San Pedro, là, venez, on va faire telle chose. Telle de Nieka, dans telle localité, venez. Donc, il y a des gens qui sont des leaders. Bien sûr. Ils sont leaders, ça ne veut pas y être devant. Leader, ça veut dire du mot anglais lead. Conduire, diriger. Exactement. Mais on conduit, diriger, pas seulement dans la conception physique de quelqu'un qui est devant et des gens qui sont derrière. Vos idées peuvent être devant. Vous pouvez être derrière. Exactement. Mais vous tirez le coup. Oui. Donc, il faut des leaders. C'est ça qu'il faut dans les jeunes aujourd'hui.
de dire, ah, mais vraiment, c'est pas possible, cette truc est sale. Hein. Non, le leader se lève et dit, les gars, les rues sont ça, allons-y. En tant que chef d'une administration, vous passez tout le temps dans un endroit, vous êtes DG, vous êtes ministre, vous êtes préfet, et puis c'est embouteillé. Et vous trouvez votre vous partez. Non, le leadership, ça veut dire, écoutez, je vais améliorer ça pour tout le monde. Oui. Voilà, je vais améliorer ça pour tout le monde parce que c'est pas normal. Je constate pas une déficience dans le fonctionnement de mon administration. Je prends une solution quand l'État me donne des prérogatives pour ça. C'est la même chose pour la jeunesse. La jeunesse, on va dire, bon, qu'est-ce qu'on fait? Non, tout est perdu, il n'y a plus rien dans le pays, bon, on va faire telle chose. Non, quelqu'un se lève et se dit, non, attention, voici les choses qu'on doit faire de telle façon, essayons de nous former dans tel domaine, essayons de participer politiquement ici. C'est ça qu'on appelle le leadership. Et donc, le leadership des jeunes est très important. C'est pourquoi il y a beaucoup de cours aujourd'hui. Voilà. Le leadership, c'est pas je suis patron. Vous avez parlé de cours tout de suite, parce que je venais à ça. Vous avez parlé de, ça peut être inné, comme ça peut être, vous avez parlé de cours. Donc, on peut apprendre. Oui, bien sûr. Mais puis d'ailleurs, même si vous pensez que vous êtes naturellement leader, il y a des modes de gestion aujourd'hui. Il y a des questions de gouvernance. Vous ne pouvez pas être un président et puis vous prenez la décision vous seul. Vous allez tomber. Vous avez un conseil des ministres, vous avez une élection. Vous-même, vous êtes pas une élection. Vous avez des institutions de la République. C'est pourquoi il y a souvent des consultations. Si vous êtes maire, que vous prenez vous seul, non, c'est pourquoi on a mis en place le conseil municipal dont le nombre est figuré en fonction de la taille de la population. Quand la population est grande, le conseil municipal est très grand. Quand c'est moins, c'est le plus petit conseil municipal aujourd'hui, c'est le conseil municipal du Plateau, par exemple. Vous voyez? Donc vous avez le conseil municipal où des décisions se prennent, et puis vous avez la municipalité. La municipalité, c'est le maire et les adjoints au maire. Donc c'est un niveau de décision et de délibération assez particulier. Vous avez le conseil municipal qui est composé de tous ceux qui sont sur la liste, qui sont élus. Donc c'est des niveaux que l'État met pour obliger tous ceux qui sont à la tête du développement local là, à consulter les bases. Donc, un leader, c'est celui qui consulte, qui parle. Un leader, c'est pas celui qui se lève un bon matin, il a fait un rêve et qu'on doit fermer telle rue, il ferme. Non, il va faire face à la fronde de sa population. Donc, ça se cultive, le leadership. Il y a des règles de gouvernance. Mais également, ce côté, il y a le charisme. Ça, c'est vraiment personne intuitif. Il y a l'empathie, votre capacité à sentir la souffrance des populations. Là, ce sont les clés que vous donnez aussi. Non, ce n'est pas les clés, c'est ça, c'est la définition du leadership. Il y a l'empathie, il y a le charisme, il y a la sensibilité personnelle. Voilà, il y a des gens qui vont voir des enfants malades qui vont pleurer, ils ne peuvent pas vivre. Il y a des gens qui vont passer à côté, qui vont dire, mais pourquoi on me montre ces enfants? Il y a des gens qui vont voir des mendiants à un feu tricolore, mais qui vont saigner. Il y a des gens qui n'ont pas... Donc, le leader, là, c'est lui qui a une sensibilité profonde, comprendre les aspirations, les émotions, les frustrations, les joies des populations. Et c'est eux là qui font de bons présidents, de bons préfets, de bons ministres, de bons DG, de bonnes slameuses, de bons chefs de production. C'est ça, parce qu'ils sentent. Imaginez, prenons le cas d'ici. Je suis arrivé, j'ai fait une réunion avec vous. Vous avez votre équipe. Mais il faut quelqu'un pour coordonner. Si on dit à Karim ou bien à Daryl, votre rôle n'est pas bon dedans, non. Vous voyez, il y a un preneur de son, il y a un cadreur, il y a des gens qui suivent, quelqu'un qui a la liste, tout le monde est là, il y a vous qui posez la question. Vous portez la voix, mais de toute une équipe qui a travaillé et qui est là, qui nous regarde. C'est ça le leadership. Et ça, les gens doivent le comprendre. Quand c'est même pas une question d'humilité quand vous parlez à vos populations. C'est une obligation pour vous de parler à votre population. C'est pas l'humilité. Non, vous n'êtes pas là pour vous avez été élu, vous avez été placé pour servir la population. Sinon, votre poste n'a pas de sens. Ouais, aux États-Unis, il y a un gouverneur qui était en vacances quand il y a eu des inondations dans son État. Il est tombé parce que la population ne peut pas comprendre qu'un souffle n'est pas là. Aux États-Unis, quand il y a un drame, c'est le maire qui arrive, le préfet. Enfin, pour eux, c'est le gouverneur. Avant que le président arrive. S'il y a un drame, une inondation, un incendie, un accident, une crise, et puis le gouverneur n'est pas là, il s'assoit dans son bureau pour attendre les rapports, il tombe le lendemain. Sous pression. C'est ça l'engagement citoyen, parce que les populations savent que tu es là pour nous. Donc ce leadership-là doit être travaillé dans le cœur de tous les jeunes, mais dans les dirigeants, pour pouvoir sentir. Et les meilleurs leaders sont ceux qui comprennent le plus les aspirations de la population, qui ont de la vision pour savoir cette population où aller, éviter les pièges, souvent même contre la majorité, mais être capable de donner aux populations ce qu'elles sentent, ce qu'elles veulent. Et être capable d'anticiper sur les problèmes. C'est ça le leadership. Ce n'est pas l'enfermement d'être fort, d'être premier, et puis d'être devant, et puis de tirer les gens contre leur gré. Ça se casse toujours. Parce que la masse des personnes à tirer est trop lourde. Ça se casse toujours quand on dirige de cette façon. Donc, c'est ça un peu le leadership qui est préalable
à l'engagement civique, à la participation démocratique. À vous écouter, on sent que vous faites vraiment une dissociation entre deux manières de se comporter en ce qui concerne le leadership. Donc, il y en a qui sont, on va dire, un leadership qui est bon, vrai, efficace, et puis un leader, peut-être pas appelé leadership, mais peut-être qu'ils les appellent aussi leadership, mais qui est, on va dire, qui produit, on va dire, de la négativité, selon vous. Non, c'est vrai. Non, parce que c'est dommage, je le dis, mais c'est la vérité. Oui. Parmi les agriculteurs, il y a des agriculteurs qui ne font pas de bons produits. Oui. Parmi les slameurs, il y a des gens qui chantent, ça fait dormir. Oui. Parmi les équipes de télévision, il y a des gens qui produisent des émissions qui n'intéressent pas. C'est la même chose pour le leadership. Il y a des leaders qui ne sont pas des leaders. Il y a des gens qui sont devant, mais qui ne sont pas des leaders. Ils sont à la tête de structures importantes, mais ils ne savent pas diriger, ils ne savent pas coordonner, ils ne savent pas traîner le groupe. Donc, il y a des mauvais leaders. Et puis, il y a des bons leaders capables d'anticiper. Il y a des bons leaders. Donc, c'est ça. Et regardez, par exemple, ce principe que je dis là est consacré dans les pays. En Grande-Bretagne, pour être ministre, il faut être un élu. En France, quand vous êtes dans le gouvernement, vous êtes pratiquement obligé d'être candidat quelque part. À défaut d'avoir été élu par le peuple comme le président de la République, il faut que la section du peuple à laquelle vous appartenez là, vous reconnaissez. Donc vous dites, voilà quoi, tous les ministres sont candidats. Donc ce n'est pas seulement une affaire de cumul de postes, c'est une affaire de reconnaissance, de légitimité qu'on donne. Absolument. Pour que, au moins, quand vous dirigez, vous sachiez que vous avez un compte à rendre à des gens. C'est ça. Donc il y a des mauvais leaders partout, en Europe comme ici, ailleurs, en Afrique, mais il y a également des leaders qui sont conscients de leur choix, qui sont conscients des aspirations, et c'est eux-là qui sont le plus souvent élus, mais qui sont plébiscités. Oui. Vous voyez? Et le leadership, c'est tout, hein, c'est pas seulement politique. Il y a le leadership social. Vous avez aujourd'hui des gens, des influenceurs, des cyberactivistes, des chanteurs, des footballeurs, des athlètes, qui font l'objet d'une grande admiration de la part du public. C'est des leaders. Oui. Voilà, parce qu'ils ont su dans leur domaine porter. C'est pas que politique, c'est des leaders. Ils savent parler, ils savent captiver l'attention d'une population à un moment précis, et ils savent passer des messages qu'il faut pour cette population. Oui. Et c'est ce leadership-là qui permet de développer nos communautés, nos mairies, nos régions au niveau local. Quand vous avez des leaders, c'est pour cette raison que quand on fait des réunions, on appelle les leaders de jeunes, les leaders de femmes, parce que c'est des vecteurs, c'est des diffuseurs de valeurs. Bien sûr, tout à fait. Est-ce qu'il y a des éléments qui permettent de déterminer un bon ou un mauvais leader? Oui, d'abord des éléments de leadership. Oui. Ça se voit. Bien sûr. Le leader, je le dis, il est empathique. Empathique, ça dit qu'il sent les autres. Il est quelqu'un de contact. Il est contact avec beaucoup de... Proche des gens. Ça se voit. Non, contact, je veux dire, pas forcément proche en termes physiques. Oui. Mais vous sentez qu'il consulte. Oui. Qu'il parle. Ça se voit. Il consulte, il parle. Ensuite, il y a des éléments de... Il est trop préoccupé des problèmes pour lesquels certains n'ont aucune inquiétude. Bien sûr. Voilà, il a un niveau de préoccupation par rapport aux problèmes publics. Donc, il y a un ensemble d'éléments comme ça. Mais il y a des leaders dont la présence peut être remarquée également, même physiquement. Oui. Vous voyez, souvent, vous avez un groupe, il y a un roi. Bien sûr. Vous voyez, les rois de France avant, quand ils étaient intronisés, vous sentez cette brillance, cet éclat dans le visage, comme par hasard. C'est pour cette raison que dans les royautés occidentales, on dit que le pouvoir vient de Dieu, parce que c'est dans les églises qu'on faisait là. Bien sûr. Donc souvent, ça se sent. Mais ça, c'est trop intuitif ce que j'ai dit. Oui, oui. Sur le principe de gouvernance, le leader, c'est celui qui mène des actions positives pour le compte des populations qui reconnaissent le bien fondé de ces actions. Si vous menez des actions que les populations ne vous reconnaissent pas, vous n'êtes pas un leader, vous n'êtes pas leur leader. D'accord. Et surtout au niveau local. Oui. Voilà. Et il y a des éléments de gouvernance. Combien de fois vous avez rendu compte aux populations? Combien de fois vous avez traité des préoccupations qu'ils vous ont soumises ou des préoccupations que vous avez comptées? Donc c'est physique, c'est matériel. Les éléments que vous posez, les actes que vous posez qui permettent de vous reconnaître comme un leader. Donc il y a de bons et il y a de bons leaders. Il y a des leaders qui sont devant, qui s'enferment, qui manipulent, qui sont crânement obstinés sur des choses qui sont leurs convictions. Oui. Il y a des leaders qui, eux, sont quand même assez... un peu comme... Mais ça ne veut pas dire que nous sommes dans une situation idyllique. Oui, oui. Quand on est leader, on a la tête d'un projet, d'un pays, d'une situation, il y a des moments où on prend des décisions qui peuvent faire mal, on les prend. D'accord. Voilà, c'est ça aussi le leader. Être capable de prendre une décision qui peut faire mal, mais qui est bien pour la communauté perçue comme telle. Vous prenez cette décision et vous subissez les conséquences
de votre position, soit que vous soyez sanctionné dans les urnes, soit que vous perdiez votre poste, soit qu'il y ait une situation. Mais vous êtes un leader. Un leader, ce n'est pas quelqu'un qui fuit ses responsabilités. Oui, prend les décisions quand il faut pour le peuple. Ou alors, en tout cas, il incline l'orientation dans une situation de crise précise. Ça, c'est ça un leader. Un leader ne fuit pas. Il ne se cache pas. C'est lui qui est au devant. Oui. C'est comme dans l'armée, il y a des personnes avec un grade particulier qui sont au devant de la lutte. Et c'est ça qui incite les autres à aller faire le combat. Donc, c'est ça le leader. Et ça se voit. Un leader, ça se voit. Il ne fuit pas, il ne se cache pas, il ne fout pas. Oui. Et on sait ce qu'il veut, où il va. Il y a des décisions difficiles, il y a des décisions aussi politiques. Parce que c'est quand vous êtes à la tête d'une communauté, même 2 personnes, vous faites la politique. Absolument. C'est délicat, ce que vous devez dire, ce que vous dites à Lucie ou à Aurore, ce que vous dites à Lucie qu'Aurore ne doit pas connaître. Ce que vous dites à Aurore que Lucie ne doit pas connaître, parce que si Lucie et Aurore savent qu'il y a telle chose, ça peut créer un peu. Ou alors vous avez traité Lucie de telle façon, il faut qu'Aurore ait ce même traitement. C'est ça le leadership. Vous essayez d'équilibrer un peu. Absolument. Gérer avec un peu de délicatesse, c'est un peu ça. Oui. Mais c'est un peu compliqué parce qu'il n'y a aucun leader parfait. Il n'y a aucun leader parfait. Il y a des disciples de Jésus qui l'ont trahi et qui l'ont critiqué. Bien sûr. Il y a des descendants de Mahomet qui, eux aussi, ont dû à un moment régner. Oui. Il y a des gens de Bouddha qui ont dû, même ceux qui représentent la descendance divine, ont souvent été remis en cause dans le leadership. D'accord. À plus forte raison des êtres humains. Tout à fait. Mais c'est le niveau ou la masse des imperfections d'un leader qui est apprécié. S'il essaie de réduire le plus possible les difficultés dans la gestion, ou bien s'il les laisse éclore et puis il en profite. C'est là qu'on juge un leader. Mais c'est difficile d'être à la tête d'une communauté de 2 personnes. Il faut être d'une communauté de 100, de 20, de 30 000 personnes. Absolument. On ne peut pas faire l'unanimité, c'est sûr. C'est ça. D'accord. Tout à l'heure, bien au début de notre échange, nous avons parlé de la jeunesse. Donc, vous avez dit qu'il y avait cette jeunesse bouillonnante, mais qui n'arrive pas, on va dire, de manière effective à être impliquée. Et selon vous, est-ce que c'est nécessaire que ces jeunes-là s'impliquent dans la, on va dire, du point de vue civique et aussi dans la vie politique? Oui, du point de vue civique, ça, on en a parlé pendant toute l'émission. Oui, bien sûr. Ça, il faut qu'ils s'impliquent parce que sinon, une communauté ne fonctionne pas. Ce n'est pas que des machines, ce n'est pas que des fonctionnaires. Oui. C'est des gens, c'est des cœurs, c'est des âmes, c'est des esprits qui vivent dans une communauté qui doivent participer à ça. Oui, il y a ce qu'on appelle en anglais et que je dis dans toutes mes conférences, c'est le ownership process. C'est-à-dire la façon dont la communauté s'approprie ce qui se fait. Oui. Voilà. Vous ne pouvez pas venir imposer à une communauté. Vous créez un processus où celui qui peut être bénéficiaire d'une politique, il s'implique, il dit son mot, il contribue. Donc quand la loi sort, quand la politique sort, il se sent comptable parce qu'il a participé à cette décision. Ça s'appelle le ownership process. Et c'est ça qui permet la stabilité des institutions. Quand les populations reconnaissent que ce que vous dites là, elles y ont contribué, c'est ce qu'elles veulent. Voilà, vous avez déposé une école, mais eux, ils ont dit leur voix, ils ont donné leurs opinions, ils ont demandé à avoir une école, je ne sais pas de quelle base, mais dans quel endroit, dans tel village. Vous voyez, c'est le ownership process. Donc, les jeunes doivent se mettre pour l'engagement civique. Maintenant, l'engagement politique, moi, il me paraît normal. Aujourd'hui, à cause de notre histoire de violence en Afrique, à cause des crises que nous avons connues en Côte d'Ivoire, quand vous parlez de politique, les jeunes tendent à dire non. Mais c'est celui qui fait la politique là, qui va décider. En islam, là, demain, une autorité peut décider que votre CD que vous avez sorti, il n'a pas distribué parce qu'il est susceptible de créer des troubles à l'ordre public. Et il a le droit de le faire ça. Bien sûr. Demain, on peut décider que nous, aujourd'hui, là, les abeilles rouges ne doivent plus voler en Côte d'Ivoire. Oui. Et puis, on prend une politique des insecticides ou bien des produits particuliers pour les exterminer. On peut décider qu'on ne travaille pas tous les mercredis maintenant en Côte d'Ivoire. Oui. On peut décider que pour les jeunes, là, nous, on ne veut plus de tel type de formation tous les jeunes. Ça, c'est les décideurs politiques. Si vous n'êtes pas dans le cœur de la décision, vous êtes dans le cœur de la réception, dans l'attentisme, dans la passivité. Oui. Donc, ce que je fais souvent dans mes communications, c'est essayer de désamorcer, démanteler cette horreur que crée le sentiment politique des jeunes vis-à-vis. Mais vous serez toujours dirigé. Oui. Voilà, dans la localité, là, le forgeron, bien le cordonnier qui sait travailler, mais qui est fort, c'est lui qui va vous diriger dans la localité. Donc, il faut qu'il y ait cet engagement qui permet de donner sens à la démocratie, mais qui permet, vous, de prendre part aux décisions qui concernent votre avenir. C'est ça. Oui. Quand on dit politique, les gens disent « Ah non, j'ai peur, non, vraiment, pas politique. » Oui, d'accord. Donc, mettez-vous de côté l'ignorant
qui est assez courageux, va prendre les décisions, il ne sait rien du fonctionnement d'un État ou bien d'une communauté. Il va vous suivre. Et après, vous arrivez au bilan, il n'y a rien. Donc, les jeunes doivent s'impliquer en tant qu'électeurs, en tant qu'agents, peut-être agents électoraux, en tant que ONG, en tant que parti politique, en tant que candidat. Il faut se préparer. Voilà, c'est comme ça qu'on fait changer une cité. On ne change pas une cité en se mettant à l'écart en disant non, je laisse les autres. Non. Il faut qu'il y ait un peu plus d'engagement pour les jeunes. Et c'est l'appel que je leur lance. Bien sûr. Parce que quand ils s'engagent, même, ils finissent même par comprendre des contraintes de la chose. Quand vous êtes dans un conseil municipal, que le maire vous dit, écoutez, les populations ont demandé qu'on construise un marché. Le marché fait 300 millions. Mais notre budget, nos recettes ici ne nous permettent que d'avoir 97 millions. Ça, c'est des choses que les populations ne savent pas parce qu'elles se disent, vous êtes le maire, vous avez l'argent. Mais quelqu'un qui est dans le conseil municipal, il voit la réalité. Il voit même les chiffres qu'on lui donne tous les jours, les recettes municipales. C'est sûr. Il voit le gros marché, mais le gros marché, c'est l'emploi de 1 725 000 chaque semaine. Ce n'est pas suffisant. Donc, ils comprennent. Vous apprenez à gérer, à comprendre les contraintes. Parce qu'entre ce qu'on veut et puis ce qui est possible de faire à la tête d'une structure, il y a tout un gap parce qu'il n'y a pas de moyens, où il y a des contraintes. Il peut aussi apprendre à avoir des réalités où on dit, bon, on veut construire, je ne sais pas, on veut organiser telle fête dans la localité. Il y a un groupe qui dit non, on ne le fait pas parce qu'à cette période, on aura telle concentration, tel rite, on ne souhaiterait pas. Donc, tout ça, vous comprenez toute la vie sociale, vous comprenez toutes les contraintes économiques, financières. Même, le projet peut être approuvé, mais il faut qu'au niveau central, il y a aussi une approbation de la tutelle. Et ça peut prendre beaucoup de temps parce que la tutelle aussi, elle harmonise, elle peut voir les choses. Ça peut faire traîner un projet jusqu'à ce qu'il ne se réalise pas. Donc, tout ça là, fait partie des contraintes qui sont importantes à être su par les jeunes. Bien sûr. Pour qu'ils soient mieux agrégés dans le système de développement de leur localité. Donc c'est ça. Les jeunes doivent s'engager en politique. Et selon vous, par quels moyens on peut passer pour changer la perception qu'ils ont de la politique? Ça, c'est une très bonne question parce que je n'ai pas de réponse toute faite à ça. Mais je dis, l'émission que vous êtes en train de faire, c'est un des moyens. Essayez de familiariser, d'envoyer les notions lourdes de démocratie à un niveau de base, de la vie de tous les jours. Mais il y a des pays comme le Mali, parce que le Mali a été une grande démocratie dans cette Afrique-là. Mais un pays comme le Mali, par exemple, il y avait des mécanismes pour que les jeunes et les femmes soient sur les listes de candidats. Vous avez une idée de ces mécanismes-là? Le Mali, oui, il y a des mécanismes. Par exemple, le Mali donnait des moyens aux partis politiques plus élevés quand les femmes étaient bien représentées sur les listes de candidats, par exemple, le Mali. Et on a ça, par exemple, on a des systèmes comme ça au Congo. En RDC, par exemple, si vous avez beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes sur les listes, vous ne payez pas les frais de dépôt de candidature. Au Kenya, vous avez des postes réservés aux jeunes. Il y a des mécanismes qui permettent aux jeunes, institutionnels, permettent aux jeunes d'être représentés dans l'institution. Mais moi, je veux quitter le côté passif, où c'est l'État qui doit tout le temps dire venez, venez. Non, il y a un côté actif. Vous savez que votre destin dépend de vous en partie parce que vous avez une voix qui est très forte, les voix électorales. Donc, vous décidez de l'avenir de votre pays. Vous vous impliquez vous-même dans la décision. Si vous êtes dans un parti politique et vous décidez d'être ceux qui vont toujours au meeting acclamer, vous serez toujours ceux qui acclament dans les meetings. Absolument. Si vous ne demandez pas votre place dans l'équipe qui écrit les projets de société, si vous ne demandez pas votre place dans l'équipe qui réfléchit de façon stratégique à l'avenir du parti, si vous n'êtes pas du côté conceptuel, intellectuel, que vous êtes du côté populaire, juste de participation, mais ça limite un peu votre connaissance de la vie politique. Donc, il y a beaucoup de mécanismes. Et aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a des programmes américains, il y a des programmes français, il y a des programmes canadiens, des programmes japonais et des programmes d'un certain nombre de groupes de donateurs qui permettent cette implication des jeunes là, dans la vie publique par différents mécanismes, par l'éducation, par des projets qui font par même créer des cadres entre des officiels et puis les jeunes pour discuter, par des formations, même des formations pures, c'est-à-dire les envoyer à des études pour les faire revenir. Donc il y a beaucoup de mécanismes qui permettent l'implication des jeunes dans la vie politique. Quand on discutait un peu, on va dire au milieu de la conversation, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de raisons donc, dans la société qui faisaient que, par exemple, les jeunes se mettaient parfois en position attentiste, donc attendaient toujours que ça vienne. Et tout à l'heure, vous avez insisté sur la question, mais on se demande aussi, est-ce qu'on ne pourrait pas aller à une base un peu plus lointaine, par exemple, en enfance? Est-ce qu'on ne pourrait pas commencer à semer cette question-là on va dire, dans le quotidien des enfants, peut-être pas à l'école, par exemple? Oui, c'est ce qui se passe. Même il y a des problèmes de leadership pour les enfants de 5 ans.
6 ans, 7 ans. Oui. J'ai vu ces programmes. Mais nous, on avait ça en Côte d'Ivoire, je ne sais pas, et on l'a encore aujourd'hui, on a des programmes d'éducation civique citoyenne. Moi, j'ai fait ça. On avait ECM. Oui. On parlait de la cité, on parlait de la politique. Et puis à l'époque, on avait le parti unique, le PDCI, qui avait ses branches de jeunesse qui étaient le MESI. Oui. Il y avait des élections de présidents de MESI qui étaient des puissants. Et curieusement, vous voyez, tous les présidents de MESI, du PDCI à l'époque, sont ceux qui animent la vie politique aujourd'hui et qui ont été à des grands postes de responsabilité parce que ça les a préparés. Oui. Vous avez également, bon, peut-être que il y a des éléments qui doivent être vus, mais vous avez quand même un creuset tel que la FESI qui avait permis quand même de sortir des gens qui sont ceux qu'on connaît sur la place publique, mais également des gens qui sont aujourd'hui des administrateurs, des décideurs, qui sont issus de la FESI parce que c'était un creuset. Oui. Vous avez des jeunesses FPI, RDR, dont les cadres aujourd'hui sont de grands cadres. Oui. Donc il y a des creusets comme ça de formation, de transmission. De transmission. Oui. Mais à l'école, c'est important. Oui. L'éducation civique et morale, l'éducation civique citoyenne, c'est quelque chose qui permet déjà de préparer les jeunes à cette vie publique-là. Absolument. Et non pas à les laisser se former dans l'espace public des réseaux de l'information où il n'y a pas de sélection de produits particuliers. Donc, c'est des programmes qui sont faits. Dans tous les pays, il y a des programmes d'éducation à la citoyenneté. Tous les pays, il y a des programmes. Il y en a même qui sont à un niveau d'endoctrinement dans certains pays. Voilà, parce qu'ils savent ce que c'est de planter dans l'esprit jeune, fragile, des notions avec lesquelles les gens grandissent. Voilà. Et c'est ça qu'on appelle l'éducation. Tout à fait. Parce que l'éducation nationale, ce n'est pas que l'école. Hein. Oui. C'est notre comportement social. Même celui qui n'est pas à l'école, là, il sait qu'il ne doit pas jeter la peau de banane dans la rue. Il sait qu'il ne doit pas vivre dans la saleté. C'est ça qu'on appelle l'éducation. Oui. Donc c'est un ensemble de normes, de valeurs qui permettent à la communauté d'assurer sa survie. Oui. Alors, votre avis et vos solutions concernant 8 idées reçues. La politique est réservée aux élites. C'est une idée reçue. Non, ce n'est pas une idée reçue, c'est vrai. Parce que quand on est sorti des indépendances en 1960, ceux qui étaient à la tête de nos États, c'était ceux qui avaient les premiers diplômes, les CPI ou des diplômes, choses. Et c'était ça qui a été. Les élites sont celles qui étaient allées se former en Occident pour venir. Oui. Donc c'est de là que c'est parti. Même jusqu'à aujourd'hui, si vous êtes... je ne sais pas, si vous êtes vendeur de garba dans votre quartier et vous dites que vous voulez être le maire, tout le monde se dit mais qu'est-ce que vous voulez? Absolument. Donc il y a une idée reçue que la politique, c'est les idées. Mais c'est une idée reçue qui a des fondements qui sont vrais. Et ce que nous demandons aujourd'hui, c'est d'inverser aujourd'hui cela. Tout le monde peut arriver à la politique. Et la finalité de la vie politique, c'est votre légitimité sur une section de la population. Ce n'est pas votre diplôme. On a vu dans Côte d'Ivoire, en cette Côte d'Ivoire, des gens sans diplôme, sans background, sans argent, mais qui ont gagné des élections devant des gens fortunés. Absolument. La légitimité d'un homme politique, ce n'est pas son diplôme, ce n'est pas son expérience, c'est l'écho qu'il a auprès d'une petite base populaire, auprès de la population. Il faut que les gens le sachent. Parce que je vois dans des forums, non, telle personne a tel diplôme. Non, vous pouvez avoir le meilleur diplôme, mais vous êtes un piètre gestionnaire, où les populations de base là-bas ne vous reconnaissent pas. Absolument. Il n'y a pas de valeur que vous développez qui leur permettent de se lier à vous. Ça n'a rien à voir avec le diplôme. Mais bien évidemment, ceux qui ont le diplôme ont un statut social, ont de l'argent, ont des moyens d'aller parler aux populations. Oui. Mais aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, les dernières élections locales nous l'ont prouvé, les élections de 2021 nous l'ont prouvé, des gens qui sont capables d'écouter les populations sont ceux aujourd'hui qui ont l'appréciation de ces populations et non pas les diplômés. Conclusion, c'est une idée reçue. Retournez à la base, travaillez dans vos communautés pour que vous puissiez avoir une meilleure vie politique et non pas seulement le diplôme. Moi, j'ai besoin de diplôme pour connaître les réalités de la vie, mais pas pour être reconnu. Non. Vous pouvez être le DG, je ne sais pas, de tel grand institut international, mais vous ne connaissez pas. Vous n'aurez même pas d'Ivoire au niveau de base parce que les gens ne vous connaissent pas. Vous ne connaissez pas, ça veut dire vous n'avez pas créé ce lien de vous. Ce n'est pas votre diplôme que vous avez présenté qui va le dire. Absolument. Là, je n'ai pas envie de donner un exemple d'un grand fonctionnaire international qui a fait pied de prestation à des élections dans la région. Oui. C'est parce que les gens ne vous reconnaissent pas. Exactement. Donc, il faut allier les deux. Je suis d'accord pour la culture, pour le niveau intellectuel. Bien sûr. Mais je suis d'accord que les populations doivent choisir les personnes qui représentent le mieux leurs aspirations. Absolument. Donc, ce n'est pas une idée reçue, mais c'est une idée qui peut être inversée avec le temps. D'accord. Et l'idée suivante, c'est que la corruption est omniprésente. Oui, il y a quand même, aujourd'hui, nous avons ici, là, on est voisins, là, vous êtes voisins d'une institution de prestige, la Cour des comptes, qui souvent fait des rapports où elle épingle des choses. Oui. Donc ça veut dire que c'est une préoccupation sur laquelle il faut se concentrer
Et ça, il y a un travail qui doit être fait par tout le monde. Oui. Parce que quand on parle de corruption, ce n'est pas que les organes d'État. Oui. C'est nous-mêmes notre tendance à aller, à donner de l'argent, à détourner par les voies, à ne pas vouloir suivre les chemins. Ça aussi, il y a une éducation de ce côté, en plus du travail institutionnel qui est fait. Tout à fait. La politique est trop dangereuse. Et c'est ce que je disais tantôt. C'est vrai, c'est dangereux. En Côte d'Ivoire, on a eu 3000 morts officiellement en 2010. Absolument. On a eu officiellement 87 morts en 2020. Oui. On a eu officiellement 145 morts en 2000. Oui, oui. Voilà. Et donc, le jeu politique peut être assez violent. Au Kenya, on a eu plus de 3000, 4000 morts aux élections de 2007. Oui. En Afrique du Sud, on a eu des milliers de morts pendant les combats entre l'AFP et puis l'ANC de Mandela. Choses dans tous les pays au Nigeria à l'époque, c'était meurtrier, au Burundi et partout. Donc, c'est vrai que la politique est dangereuse. D'accord. Les politiques ne tiennent jamais leurs promesses. En partie, c'est vrai, mais c'est dû au réalisme. C'est pourquoi, justement, je parlais d'éducation et puis de formation. Oui. J'ai entendu un acteur politique d'un pays frère de la Côte d'Ivoire qui disait qu'il va désenclaver son pays en apportant la mer dans ce pays-là. Hein? Oui. Donc, comment vous voulez que les gens ne soient pas dessus pour ne pas apporter la mer? Oui. Alors, il y a des politiques qui sont chanceux, oui, qui réussissent à mettre en œuvre les promesses qu'ils ont faites. Oui, oui. Mais la vie politique est différente. Moi, j'ai été à de petits points de responsabilité en Côte d'Ivoire. Oui. Entre ce que vous dites et puis les chiffres que vous avez et puis vos capacités, il y a un gap. Oui. Entre les promesses que vous faites aux populations et puis la réalité que vous avez, souvent il y a un gap. Oui. Et vous ne pouvez rien faire. Et puis ce gap n'est pas que pour vous ou bien pour vos contraintes personnelles. C'est un gap entre vous avec peut-être votre hiérarchie, avec le gouvernement, avec la CEDEAO, oui, avec l'Union africaine, avec l'ONU, avec les conventions internationales de commerce aussi, avec tels accords sur l'écologie. Donc, vous pouvez trouver devant une réalité qui fait que les promesses ne sont pas toujours faciles. C'est pour cette raison qu'on a besoin d'avoir des promesses ou des prises de position politiques qui sont le plus réalistes aussi pour éviter. Oui. Parce que le gap dont vous parlez, la résistance du gap, c'est les changements politiques tout fréquents parce qu'on n'est pas satisfait. Oui. Donc c'est vrai que ce n'est pas toujours facile de faire de tenir des promesses parce que la réalité... Voilà. Et puis, quand vous avez un plan de développement, que vous avez des recettes, que tout marche bien, et vous avez une crise comme Covid, vous ne pouvez plus construire des ponts, vous ne pouvez plus trouver 3 millions d'emplois, vous ne pouvez plus payer telles allocations. Oui. Ce sont des réalités parce que les caisses sont asséchées. Donc il y a ces réalités. Ou alors il y a une situation d'urgence. On dit qu'il y a une inondation qui a détruit 3 villes. Oui. C'est une situation d'urgence. Les 400 milliards que vous avez prévus pour telle chose, vous les désorientez. C'est ça la gestion publique. C'est vraiment difficile. Mais par un bon engagement civique, oui, et par une bonne participation démocratique, oui, on est capable à chaque moment de difficulté d'inclinaison de la politique d'appeler les gens pour leur dire voici la réalité. Absolument. On peut pas. Voilà, c'est là que la démocratie est importante, oui, pour pouvoir informer les populations sur ces difficultés de réalisation, oui, de certains projets qu'on fait. Je pense qu'avec cette manière de procéder, là, ça fait qu'on est beaucoup moins dessus parce que quand on attend des choses et qu'on n'a pas d'informations, on s'attend à un résultat. Et puis, dans les faits, on n'a pas ce résultat, on n'a aucune information sur ce pourquoi le résultat n'a pas été fait. Donc, je pense que ce que vous avez évoqué est très, très important. Alors, l'idée reçue suivante, c'est que les jeunes ne peuvent pas faire la différence en politique. D'abord, je ne l'ai pas constaté. Oui. Et puis, ce n'est pas exact. On a vu des localités où les gens ont voté en sachant que leur intérêt est de tel côté ou alors ils soutiennent un candidat pour telle ou telle raison objective. Oui. Non, je ne suis pas trop d'accord avec cette idée reçue. D'accord. L'Afrique n'est pas prête pour la démocratie. Alors, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Allez dans nos villages ici, il y a des processus démocratiques. Ici, nous sommes à Abidjan, c'est les Achans, les Ouvriers. Oui. Mais il y a un système démocratique perfectionné. Exactement. Des classes d'âge, mais également dans la classe d'âge, le mot de succession, le guerrier, oui, le sage, le griot, oui, le doyen. Tout est organisé. Donc, cette idée, c'est une idée qui a été transportée dans le public pour donner l'impression. Bien sûr, on a eu des rois tortionnaires, oui, dictateurs sanguinaires, oui, comme il y en a eu là-bas où les têtes ont roulé, bien comme sûr, les têtes de rois. Absolument. Mais les systèmes de gouvernance en Afrique, oui, dans l'Afrique traditionnelle, sont tellement élaborés pour le bien de la communauté, parce qu'avant, on n'avait pas l'argent, oui, il n'y avait pas de monnaie. Oui. Donc, les systèmes de corruption, les systèmes d'influence par le matériel, oui, étaient assez limités. Et c'était des sociétés qui mettaient en valeur l'homme, l'être humain, l'intégrité, le sacré de la vie humaine.
Je ne suis pas d'accord avec cette idée. Et vous parlez d'une question, moi, qui personnellement me tient particulièrement à cœur, c'est-à-dire le système d'organisation avant l'avènement de la colonisation. Est-ce que vous pensez qu'on peut avoir des solutions à ce niveau-là dans le système traditionnel qui existe encore et qui ont existé, qui réussissaient à gérer la population? Est-ce que vous pensez qu'on peut avoir des solutions dans ce fonctionnement-là pour notre société actuelle? Et ce système dont vous parlez fonctionnait sur l'engagement civique et la participation citoyenne. Dans les villages, tout le monde avait un rôle. Oui. Tout le monde avait un rôle. Il y a des gens qui étaient chargés de ceci, de la chasse, de la propriété. Il y avait des guérisseurs, il y avait des ceci, cela. Oui. Donc tout le monde avait un rôle. Personne n'était en marge de la communauté. Oui. Donc on peut trouver aujourd'hui dans nos systèmes traditionnels le mode de fonctionnement. Donc toutes les consultations. Oui. On parlait de leadership. Oui. Nous avions un mot de leadership avant. Le roi, c'était quelqu'un qui avait certaines consciences. Prenez que par exemple chez les Achanges, les Ébriers, le chef, il y a des spécifications particulières pour être chef. Et ça nous donnait de fil à retordre. Oui. Quand j'étais à la tête de cette circonscription, qu'il fallait aller arbitrer les questions de chefferie, c'est très difficile parce que c'est élaboré. Donc oui, on peut trouver des systèmes dans nos sociétés traditionnelles. Mais certaines sociétés le font déjà. Il y a des pays tels que le Cameroun, il y a des pays tels que le Nigeria, il y a des pays tels que le Kenya, il y a des pays... et puis un peu la Côte d'Ivoire, parce qu'on a la Chambre des chefs traditionnels aujourd'hui, qui essaie d'impliquer nos valeurs sociales, culturelles, traditionnelles dans la gestion de la vie institutionnelle publique. Oui. Donc oui, on peut s'inspirer, on peut revenir à des valeurs qu'on a perdues par le fait de la colonisation, par le fait de l'esclavage, par le fait également de transgression de nos principes traditionnels. On peut revenir, puiser dans nos traditions pour pouvoir développer notre vie politique nationale. Alors l'idée reçue suivante, c'est que la politique est trop compliquée pour les citoyens ordinaires. Oui, c'est vrai, en partie. C'est vrai. En partie. C'est vrai, oui, c'est vrai, parce que je disais tantôt, je peux, en tant que, je sais pas, président, en tant que maire, prendre une décision, mais dans l'application, c'est compliqué, comme je le disais. Oui. Mais c'est difficile pour quelqu'un de comprendre pourquoi on peut faire telle chose. Quand on dit la Côte d'Ivoire, tel nombre de milliers de milliards de budget, des citoyens ne peuvent pas comprendre pourquoi on ne peut pas leur donner 50 000 par mois chacun tous les mois. Ils ne peuvent pas comprendre ça. Mais c'est trop compliqué, cet argent. Ce n'est pas de l'argent qu'il y a là, c'est un budget. Bien sûr. Il y a des sous, c'est compliqué. Absolument. Donc, effectivement, c'est compliqué. C'est pour cette raison que l'éducation citoyenne, l'éducation civique, permet de rendre ces notions assez accessibles. Je dirais même vulgaires. Que les gens, vulgaires au sens latin. Exactement. Ça dit familier. Populaire, voilà. Familier. Que tout le monde, c'est ça. Et c'est pour ça qu'on fait des éducations. Sinon, la politique est vraiment compliquée. D'accord. Alors, la dernière idée, c'est que les médias africains sont biaisés. On a eu la radio des 1000 collines au Rwanda. On a eu des médias qui ont vraiment créé la guerre dans certains pays. Même ici en Côte d'Ivoire, on a eu des médias. À un moment donné, tous les médias pratiquement avaient été soupçonnés d'être tendancieux. Absolument. Mais nous, je suis coordonnateur de l'ONG Aux Nouvelles. Oui. Et nous avions constaté qu'aux élections de 2021 et un peu 2020, les médias avaient joué un grand rôle quand même dans l'accalmie. Il n'y avait pas beaucoup de médias qui avaient été suffisamment incendiaires. Oui. Donc les médias jouent un rôle. C'est vrai qu'il peut y avoir des déviations. Mon constat à moi, c'est qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, avec mon analyse de la vie politique et de la vie publique, les médias traditionnels, journaux, télévision, radio, sont moins dangereux aujourd'hui que Facebook sans contrôle. Aujourd'hui, il y a un niveau de responsabilité. Les journalistes ont des forums, ils ont des cadres dans lesquels ils sont encadrés, ils sont accompagnés, ils se parlent. Ils ont un minimum de vérification de leurs informations. Oui. Mais ce n'est pas le cas pour les réseaux sociaux où celui qui se réveille le matin peut se lever, insulter le président de la République, peut se lever, porter des accusations sur un ami ou alors diffuser de mauvaises informations. C'est ça aujourd'hui qui est un canal rapide d'information qui doit être regardé. Mais je pense que les médias sont de plus en plus responsables. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Vincent Aubirier, en 5 mots, vous choisissez 5 mots et pour chaque mot, vous nous donnez ce à quoi ça vous renvoie. 5 mots. De votre choix. Mots. Oui, de votre choix. Valeur. 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 Pourquoi valeur? Parce que c'est ça qui fait le fondement d'un État, d'une nation. Une nation, ce n'est pas que tout ce qu'il y a de physique, de financier. Mais c'est ce sentiment profond de respect pour les gens, pour les autres, comme vous parlez tout à l'heure de société traditionnelle. Oui. Pour moi, les valeurs, c'est fondamental. C'est le centre de mes actions publiques. Les valeurs. C'est ça qui permet de respecter Ami Islam, de respecter Cédric, parce que c'est lui qui prend le son, qui vérifie, de respecter Leslie, de respecter Aura, Lucie, Karim, les valeurs. Bien sûr. Sans considération de qui ils sont, d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils ont. Valeurs.
Le respect du balayeur que vous avez dans la cour du gardien. Valeur. Le respect de la valeur. Et puis, deuxième mot, intégrité. Intégrité. Quand on parle d'intégrité, on pense tout de suite corruption. Mais intégrité même dans le travail. Faire le travail avec certaines rigueurs, donner des résultats. L'intégrité. On a besoin, nous sommes des êtres humains, on a besoin de faire confiance un peu. On a besoin, sinon le monde serait tellement rigide. Si on devait se méfier de tout le monde. Intégrité. Ensuite, professionnalisme. Tout ce que vous faites, si vous êtes jardinier, si vous êtes grilleuse de beaux photos, faites le meilleur beau photo du quartier. Soyez professionnel. Voilà. Et là, par exemple, tout à l'heure, avant de commencer cette émission, je le dis pour nos auditeurs, j'ai trouvé toute l'équipe qui est ici, Amislam, Karim, Daryl, Djebi, Leslie, Cédric, Aurore, toutes ces personnes très professionnelles. Parce que 2 semaines avant cette interview, j'ai reçu tous les détails de l'interview, la description, les questions, le timing, professionnalisme. Ça améliore nos communautés. Professionnalisme. C'est très important, professionnalisme. Et la 4e notion qui me paraît importante, c'est l'honneur, le sens de l'honneur. Soyez une femme d'honneur, un homme d'honneur, c'est-à-dire quelqu'un qui a un minimum de probité quand même, du respect de sa personne. Oui. L'honneur, votre honneur, quand vous vous respectez, vous respectez votre pays. Bien sûr. Vous faites respecter votre pays, l'honneur. Oui. Que le pays soit toujours debout, quelles que soient les crises. Absolument. L'honneur. Absolument. C'est très important. Absolument. Voilà. Et toutes nos sociétés ont été bâties sur ça. Les sociétés traditionnelles, vous avez parlé. C'est sûr. L'honneur. Oui. Maintenant, dernier mot. Dernier mot, il faut avouer que je le cherche maintenant. Je cherche le dernier. Les valeurs, l'intégrité, le professionnalisme, l'honneur me paraissent fondamentaux dans la vie d'une communauté. Et le 5e mot... c'est à votre... Vous choisissez comme on c'est le bonheur. Le bonheur. Le bonheur parce que ça me paraît être la finalité de la vie humaine. L'engagement citoyen, la participation démocratique, les élections, les finances, l'économie, Dieu. Oui. C'est pour arriver au bonheur. Absolument. Parce que Dieu nous a créés heureux. Oui. Dieu nous a créés dans un paradis, dans un Éden. Dieu a mis dans l'homme toutes les essences pour qu'il soit heureux. L'homme a traversé cela. Donc pour moi, le bonheur, c'est la finalité de tout ça. Oui. Mais le bonheur, il n'est pas lié à la masse d'argent, à la masse de matériel, à des conditions sociales particulières. Le bonheur, c'est un état d'exaltation profond que vous sentez. Je suis arrivé ce matin de Sassandra. J'ai découvert un espace de bonheur, des plages isolées, naturelles, rustes, avec cette mer qui est tellement belle. C'est le bonheur. Oui. Je vois des champs de rizières, des rizières, avec ce parfum de riz au coucher du soleil. C'est du bonheur. Oui. Donc, ce n'est pas la masse qu'on a. C'est tout un intérieur de paix qu'on a. Et pour moi, le bonheur, c'est fondamental. Oui. La démocratie, la finalité de la démocratie, c'est le bonheur de l'homme. Oui. La finalité de notre foi en Dieu, c'est notre bonheur, notre paix, notre équilibre. Absolument. Avec l'environnement. Absolument. Notre travail, tout ce qu'on fait, c'est le bonheur. Oui. Donc, pour moi, le bonheur, me semble, la finalité de ce qu'on fait. Et ce bonheur, il est détaché de tout ce que nous avons. De physique, de oui, matériel. Pas seulement matériel, parce qu'on a besoin d'argent pour vivre. Bien sûr, tout à fait. Ça mais on a corrompu aujourd'hui le bonheur. Oui. Ça fait que même quand vous êtes heureux pour des petites choses, vous estimez que si vous n'avez pas eu telle chose, vous n'êtes pas heureux. Absolument. Et ça corrompt votre notion du bonheur. Et pour moi, tout ce que nous faisons, en tout cas pour moi, oui. La finalité de mon implication dans la vie communautaire, c'est de rendre un individu au moins heureux. Oui. Qu'un jour, quelqu'un a dit, j'ai rencontré ce monsieur un jour, il a dit quelque chose qui m'a rendu heureux. Il a fait quelque chose qui m'a rendu heureux. Il a fait ça. Nous sommes heureux. Nous sommes très, très bonheur, heureux de ce partage. Et j'aime beaucoup votre définition du bonheur. Et à un moment donné, je pense qu'il y a un poète qui a surgi pendant que vous parliez. Donc, j'étais très, très plongée dans vos mots. Allez acheter mes livres. Il y en a 9 comme ça. Allez acheter. Oui, je 9, définis ça là-bas. Vraiment, honnêtement. Et ça sera aussi, on va dire, une découverte aussi pour les personnes, même si aujourd'hui, on parle d'engagement civique et d'implication démocratique. Monsieur Toby Irié, qu'est-ce qu'il faut pour devenir un bon politicien pour son pays? Je vous l'ai dit tantôt, je ne sais pas si je suis politicien, c'est vous qui le dites, mais bon, je veux dire, c'est un peu la notion générale du service en pays. Bien sûr, pas forcément être politicien, parce que, voilà, être un bon cadreur, gestion de la population, être une bonne assistante, oui, tout à fait. être un bon jardinier. Oui. Voilà, c'est pour le devenir, il faut les 4 premiers des mots que je donnais. Oui. Valeur, intégrité,
professionnalisme, bonheur. Oui. Pour pouvoir cheminer vers le bonheur. Vers le bonheur. Tout à fait. Et c'est quand vous êtes empreint de ça que vous pouvez faire de la politique avec beaucoup d'humanisme. Parce que la politique, c'est l'humanisme. Hein. Bien sûr. On a travaillé ici en Afrique. Ailleurs, c'est pas cette tension. Oui. Mais c'est parce que des gens pensent qu'ils ont quelque chose à apporter à la communauté, qui s'engagent dans la vie politique. Absolument. Donc, pour être un bon politicien aujourd'hui, là, il faut avoir cette capacité de parler aux gens, de comprendre les gens, mais de comprendre également les ruses du terrain, parce que tout n'est pas assez rose dans ce champ. De comprendre les ruses des gens et de pouvoir servir, marquer votre temps. Moi, c'est ma philosophie. Oui. Ne passez pas comme une mouche comme ça, vous ne savez même pas que la mouche est passée. Non. Oui. Quand vous êtes quelque part, marquez votre temps. Quand vous servez les populations, quand vous faites une école primaire, mais c'est 2 classes, faites-la de façon que les gens se rappellent qu'il a construit cette école-là. Oui. Elle dure depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans. Donc, pour être un bon politicien, il faut avoir cette empathie-là. Bien sûr. Pour avoir des valeurs, pour pouvoir servir ce peuple-là. Oui. Parce qu'on n'est pas politicien, comme on le voit aujourd'hui, pour s'enrichir. Absolument. Parce que l'histoire de l'Afrique l'a montré ainsi. Oui. Mais être politicien, ça veut dire être devant, pouvoir apporter quelque chose de plus. Oui. Et en cela, l'Occident nous donne beaucoup d'exemples aujourd'hui de sacrifice, de dévouement à la communauté. Donc, je demande aux jeunes de se former. Il y a tellement, ils ont des opportunités que nous, on n'avait pas. Oui. Ils ont des formations dans tous les domaines. Absolument. Nous, on a appris en vivant sur l'expérience de la vie. Oui. On a jamais fait de cours de leadership, de cours de communication, de cours d'idéologie politique. On n'a jamais connu ça. Oui. On a appris ça en avançant. Et c'est plus tard, devenu vieux, qu'on essaie de se documenter pour savoir. Donc, vous avez les opportunités par les systèmes d'information que nous n'avions pas à l'époque pour pouvoir devenir de bons politiciens. Oui. En tout cas, ça a été un échange tellement fructueux qu'on ne peut même pas, on ne veut pas s'arrêter. Mais puisque toute chose a une fin, on va vous demander votre mot de fin. Non, le mot de fin, merci à vous. Merci. Cette interview a été programmée depuis des mois et elle a été reportée, annulée, reprise. Oui, bien sûr. Je suis de passage en Côte d'Ivoire. Je suis très heureux également, je le répète, du professionnalisme de l'équipe que vous avez à CityMag. Et j'ai cité tout le monde. J'ai cité tout le monde ici. Vous voulez que je cite encore tout le monde, à commencer par Penda et toute l'équipe. Je vous dis félicitations. Et c'est un bon travail. C'est par ces gouttes-là qu'on finit par transformer une communauté. Oui. Je vous promets, d'ici 50-10 ans, vous allez avoir une jeunesse ivoirienne très engagée. Oui. Et en partie, certains vous diront, j'avais écouté certaines interviews, certains podcasts qui m'ont amené à prendre conscience de ce que je pouvais faire. Je vous souhaite tout le bonheur et je vous souhaite tout le bonheur, toute la chance dans cette initiative. Merci à tous. Merci infiniment. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Nous étions aujourd'hui en compagnie de Monsieur Vincent Toby-Irié afin de discuter d'engagement civique et de participation démocratique. Nous espérons que vous en avez appris davantage sur ces différentes questions et pour les thématiques futures, pour en apprendre encore plus, ne manquez aucun épisode de CityMag sur nos réseaux sociaux, YouTube et Facebook. Restez connectés et on se dit au prochain numéro.